Mon premier rêve de gosse, c'était de rentrer dans la police. Tu ne pourras jamais faire ce métier. J'ai un inconfort en bas du dos et c'est vraiment intensifié en fait. Et en fait, le lendemain, je me réveille et je ne peux plus utiliser mes jambes. Effectivement, à ce moment-là, je prends conscience de ce que peut réellement être un handicap. Il y a des articles qui manquaient qui étaient de ma taille. J'étais le seul à faire cette taille. Et là, en fait, ils m'ont dit cette phrase qui est juste incroyable. En fait, à partir du moment où on nous dit que vous êtes un voleur, vous êtes un voleur. Salut à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va appeler cette vidéo vlog numéro 2. Bonne année, on est en 2026, j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, l'année a déjà très bien démarré. Donc voilà, effectivement en termes de timing c'était un petit peu compliqué. Et là je suis en route pour aller en visite. Je reviens de séminaire et je dis allez c'est bon, je la fais maintenant. Séminaire qui s'est passé à Marseille pendant 2 jours, Cap Leadership. Et c'était super intense, des super intervenants. Mais il y a une chose qui m'a marqué, ça a été le passage d'un de nos fondateurs, Malik Benrejdal. Et je pense que ça va être le thème clairement de cette vidéo pour démarrer cette nouvelle année. En fait, pour la petite histoire, il faut savoir que Malik est un asthmatique de naissance, avec un asthme sévère et avec toutes sortes de conneries qui arrivent avec ce type de maladie que je ne connais que trop bien parce que je suis moi-même un asthmatique de naissance. Et donc effectivement, son intervention m'a encore plus touché parce qu'en gros, le propos, c'était de se dire qu'effectivement, on démarre dans cette vie avec nos forces, nos faiblesses, nos carences pour certains, et que en réalité, rien n'est prédéfini pour la suite. Et c'est vrai que du coup, cette intervention m'a amené moi-même un peu en introspection, à repenser un petit peu à ma vie, à tout ce que j'ai. Donc, en fait, je vais parler de ça sans chercher à faire de l'ego ou de l'ego trip ou quoi, ou de me victimiser. C'est pas du tout le propos de la vidéo, mais au contraire d'apporter de la valeur et essayer d'en inspirer quelques-uns à travers ma petite et mon humble expérience. Et effectivement, donc comme je disais, je suis moi-même un asthmatique de naissance. J'ai fait ma première grosse crise d'asthme à 6-8 mois. Et effectivement, j'ai fini aux urgences, comme pour beaucoup, à la limite de la réanimation, puisque manque d'oxygène. Et donc voilà. Et en fait, moi, mon asthme, parce que du coup, j'ai fait pas mal d'examens qui s'appellent des EFR. Et en fait, l'examen permet justement de mesurer l'oxygène qu'on peut avoir et quelles sont les différentes pathologies. Et effectivement, moi, il s'avère que j'ai des bronches mal formées, voire même déformées, et donc c'est ce qui crée mes problèmes respiratoires. Et donc, en grandissant, j'ai fait pas mal de crises d'asthme, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, tout comme notre cher fondateur. Et donc voilà, et ce qui m'a amené plusieurs handicaps en fait dans ma vie, hein, puisque lorsque j'étais à l'école et qu'on faisait du sport, c'était très compliqué pour moi. À l'époque, je n'ai pas le souvenir qu'on puisse avoir de médicaments à l'école, donc la ventoline, je ne l'avais pas avec moi. Et lorsqu'on faisait par exemple des crosses, j'étais tout le temps le dernier parce que je ne pouvais pas courir. J'étais très rapidement en difficulté. Et à ça en plus s'ajoutaient les différentes moqueries de mes camarades. Parce qu'effectivement à l'école on est tous un petit peu taquins. Donc c'est vrai que ça amène beaucoup de complexité. Et effectivement moi ça a été, on va dire, mon premier défi de la vie, ça a été de surmonter cette maladie. Ensuite, effectivement, en grandissant, ma première revanche, elle a été liée à ça en fait. C'est-à-dire que mon premier rêve de gosse, c'était de rentrer dans la police. Et effectivement, mon beau-père qui est policier me disait écoute, moi c'est pas ce que je veux pour toi, je veux pas que tu rentres dans la police. De toute façon, tu es un asthmatique, t'es pas sportif, et en plus de ça, il faut être bon à l'école pour avoir au minimum le bac, et c'est pas réellement le cas. Donc quoi qu'il arrive, même si tu avais mon aval, c'est mort. Tu ne pourras jamais faire ce métier. Et effectivement, en grandissant, je suis rentré au collège. Et au collège, pareil, j'avais encore des difficultés, que ce soit sur l'école ou sur le plan de la santé. Et mon prof me disait aussi, toi, ton rêve, c'est d'entrer dans la police, mais tu n'es même pas capable de courir 100 mètres. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? N'importe quoi. Et donc tout le monde, effectivement, s'accordait à dire que je n'étais pas capable.
Et au bout d'un moment, j'ai eu cette espèce de déclic, ou cette espèce de rage. Et je me suis mis au sport. D'abord, je me suis mis au sport de combat. Ça m'a bien aidé. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du full contact, j'ai fait du kickboxing. Et, euh, et plus je grandissais, plus je m'intéressais au sport. Je m'étais mis aussi à la musculation, je m'étais mis à l'art du déplacement, le parcours, pour ceux qui connaissent plutôt cette forme-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré au lycée et je me suis dit au lycée, ça y est, sur le plan sportif, je tiens quelque chose, on est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que je m'occupe de ce bac. Et effectivement, je me suis lancé au début dans un BEP vente action marchande, que j'ai eu. Et ensuite, je me suis lancé dans le bac que j'ai eu également. Alors, ça a été très 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 chaud. Je vais pas faire le mariole, je ne l'ai pas eu avec une mention, mais je l'ai eu. Et en fait, aussitôt que j'ai eu ce bac, je suis parti m'inscrire, à chercher une feuille d'inscription pour rentrer dans la police nationale. Et j'ai passé le concours et je suis rentré en tant qu'adjoint en 2011, adjoint de sécurité. Et donc il y a 3 mois, je crois de mémoire, c'est 3 mois à l'école de police, on était sur Périgueux. Et du coup, mais pendant 3 mois, il y a eu pas mal de sport. Donc déjà, tout ce qui était épreuve dite orale, écrite, je les avais eu haut la main. Mais ma vraie revanche, elle était sur le sport parce qu'en fait, je sortais dans le premier, enfin dans les 3 premiers en tout cas de ma promo, sur le plan sportif. Et je mettais tout le monde à l'amende. Et il faut savoir que tous les matins, on se levait, on allait courir en fait. Et j'étais toujours dans les premiers. Et ça a été ma première revanche. Bien évidemment, je ne suis pas resté dans la police pour diverses raisons. Mais en tout cas, j'avais pu déjà réaliser une partie de mon rêve, mais surtout j'avais pu me prouver et prouver aux autres que j'étais capable de me dépasser et que rien n'était impossible, même si effectivement on démarre avec quelques boulets au pied que d'autres pourraient ne pas avoir. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté la police donc, pour des raisons personnelles et j'ai repris mes études. Donc moi qui n'étais pas à la base très studieux, j'ai tout de même repris mes études. J'avais démarré un BTS NRC, négociation relation client, parce que j'avais déjà mon appétence sur le plan commercial, j'aimais ça. Euh, mais à côté, ce qui me motivait surtout, c'était justement le parcours, l'art du déplacement. Et, euh, et j'ai eu la chance en fait de rencontrer les Yamakasi, pour ceux qui connaissent. Euh, pour les plus jeunes, les Yamakasi en fait, ce sont des fondateurs qui ont clairement créé cette pratique sportive qui a été créée en France chez nous et qui a donné naissance par la suite au parcours. Et donc moi j'ai eu la chance de connaître un de leurs premiers élèves et c'est lui qui m'a mis dedans en 2009 et de suite j'ai vraiment eu ce goût pour cette discipline, cette pratique sportive qui avait quand même de très belles valeurs, de valeurs humaines, parce qu'il y a beaucoup de partage, les entraînements ne sont pas souvent simples, et donc dans la difficulté on s'entraide, et même pour passer certaines acrobaties, il y a beaucoup de bienveillance et d'entraide, et ça j'aimais énormément, j'aime toujours d'ailleurs. Et donc du coup, à un moment donné, les Yamacs viennent sur Bordeaux et nous disent on a la possibilité de faire des événements sur tout un été au Futuroscope. Pour ça, il nous faut des intermittents du spectacle. Et effectivement, moi j'aime cette discipline. Je commence à l'enseigner avec mon professeur de l'époque et d'autres amis avec qui on avait démarré en même temps, notamment Charles Poujade, pour ceux qui peuvent connaître. Et du coup, je me dis putain, je veux en être. C'est un truc qui me fait kiffer. J'aime le show, j'aime la lumière forcément, mais surtout j'aime ce challenge. Et donc, ils nous ont clairement dit, effectivement, on prendra que les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez arriver au Futuroscope, il faut la meilleure condition physique, vous apprenez le show et on y va direct en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Et donc moi j'avais bien intégré ce truc et donc je me dis, je vais m'entraîner comme je me suis jamais entraîné. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait 28 heures d'entraînement par semaine en plus des cours en fait qu'on donnait. Et donc ça a été intense. Et le problème, c'est que j'ai toujours été quelque part un peu tête de l'art, c'est-à-dire que je fonce un peu trop tête basse. Et quand je prends un mur, soit le mur il tombe, soit le mur il tombe. Mais le problème, c'est que pour le faire tomber, il faut que ça tape là-haut. Et donc j'ai eu beaucoup d'accidents pendant cette année-là sur la nuque.
sur la colonne vertébrale, ce qui fait que je n'ai pas pu du tout prétendre participer à cet événement-là. Et j'ai même dû commencer à limiter en fait mon parcours sportif parce que j'ai eu des grosses douleurs chroniques, notamment au dos. Et donc j'ai dû me résoudre à vraiment lever le pied, à arrêter. Et j'ai eu une opportunité qui a été de travailler dans le désamiantage en tant que chargé d'affaires sur Paris. Et donc j'ai dit, bah, à un moment donné, je suis obligé de bosser. J'ai fini mes études. Mon rêve de devenir intermittent du spectacle, a priori, il va commencer à se restreindre. Donc il faut que je fasse autre chose. Et donc du coup, et comme je disais, donc, désolé, je pars en visite. Et là, je repars sur l'autre visite. Donc, effectivement, le professeur me dit tu as mangé tout ton capital santé dans 5 ans. Si tu n'arrêtes pas ta discipline sportive, c'est le fauteuil roulant. Donc, du coup, en fait, à 23 ans, c'est peut-être une de mes plus grosses claques à cette période-là. Et donc, c'est une claque que je prends dans la figure donc en 2013. Et donc, je me contrains à arrêter réellement ma discipline sportive. Et de là, je me mets à la musculation pour garder quand même un physique et me renforcer aussi mon dos qui me fait atrocement mal. Et donc je bosse comme ça pendant un an du côté de Paris. Et au bout d'un an, en fait, je quitte tout et je dis non, il faut que je retourne sur Bordeaux. Voilà, ma ville me manque. Et donc voilà, il faut que je retourne là-bas. Mais pour autant, je passe vraiment une année où je souffre énormément. Et j'ai rien en fait pour calmer les douleurs. Et donc je continue quand même la muscu et puis donc je rentre sur Bordeaux, je trouve un métier de cuisiniste et donc je continue et puis je fais ma musculation et en fait un soir je fais un mouvement à la salle et je sens que j'ai un inconfort en bas du dos et c'est vraiment intensifié en fait. Je rentre chez moi, je me couche et en fait le lendemain je me réveille et je ne peux plus utiliser mes jambes. J'ai la douleur qui est vraiment à son max, si on peut appeler ça comme ça. Par contre je peux plus bouger. Et donc là je suis paralysé, quasiment paralysé en fait. J'arrive quelques mois après à me déplacer mais avec des béquilles. Et en fait on me met sous morphine, pour ceux qui connaissent, sous Skenan, Actiskenan, je prends des doses de cheval, je perds plus de 10 kilos, je deviens vraiment tout maigre, ce qui n'aide pas d'ailleurs à mes douleurs. Et donc je fais ça, je suis comme ça dans cet état donc de mars à juin 2015, donc on est 2 ans après. Et je me fais opérer en urgence au CHU de Pellegrin. Et donc on me fait une arthrodèse, pardon. Donc en fait on m'ouvre le ventre comme une césarienne et en fait on enlève ce qui reste du disque. Et en fait on met une prothèse entre les deux vertèbres. Donc c'est une prothèse en titane avec une bille à l'intérieur qui fait office de disque et qui me permet de bouger. Et donc c'est à ce jour la plus grosse opération que j'ai pu avoir. Et donc du coup aujourd'hui tout va pour le mieux. Quelques heures après l'opération, le chirurgien vient me voir dans la chambre, il me dit ça va, je dis ouais ça a l'air d'aller. Et un peu comme Dieu, il me dit maintenant lève-toi et marche. Et donc je regarde, je dis mec, je crois que tu as un problème de mémoire, tu m'as opéré il y a juste quelques heures, je ne vais pas me lever en fait. Il me dit si, tu te lèves et tu marches, parce qu'effectivement il voulait voir si tout était fonctionnel, s'il n'y avait pas de problème. Et donc effectivement je me lève et j'étais pas serein du tout, franchement j'étais flippé et non seulement plus aucune douleur et en plus je peux marcher mais vraiment à mon aise quoi. Donc je me dis putain en fait c'est une deuxième chance qu'on vient de m'offrir parce qu'effectivement à ce moment-là je prends conscience de ce que peut réellement être un handicap. On s'en rend pas compte parce qu'on n'a jamais conscientisé le fait d'avoir nos membres. En fait, on est né avec, c'est fonctionnel, c'est pas quelque chose qu'on conscientise tous les jours en fait. Mais par contre, lorsqu'il nous arrive un drame ou quelque chose de similaire, là effectivement on se rend compte de l'importance et de ce qu'on peut avoir en fait, du don qu'on peut avoir. Et donc là je me dis putain c'est vraiment pas passé loin, j'aurais pu être définitivement paralysé et c'est chaud quoi. Enfin je l'ai été à on va dire à 80-85% en fait. Parce que j'arrivais à me déplacer avec des béquilles, mais pour le coup c'était quand même très 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 contraignant, très paralysant. Et donc bien évidemment je reprends pas
l'art du déplacement, le parcours, parce que ça reste une prothèse et des vis. Donc en fait, je vais en aucun cas me mettre en danger parce que là, la machinerie elle peut casser et pour le coup là, ce serait vraiment irréversible. Donc, mais pour autant, je continue la musculation parce que le chirurgien me dit de toute façon, vous avez une bonne musculature au niveau du dos et c'est votre avantage. Et c'est ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous pouvez encore fonctionner en fait. C'est ce qui vous a quelque part un peu protégé. Donc, j'ai toujours continué le renforcement musculaire, la muscu, puis j'aime ça de toute façon. Mais c'était voilà, c'était chaud et effectivement, une fois de plus, mon deuxième rêve, on va dire, effectivement, est définitivement clos. Pour autant, je suis allé au bout du processus. Et là, c'est vraiment un élément, pour le coup, physique, où je ne peux pas lutter contre, qui fait que je me suis dit, ok, stop, j'irai pas en fait. J'irai pas parce que je vais me mettre sérieusement en danger physiquement. Et du coup, je me dis, mais il faut que je fasse autre chose. Mais qu'est-ce que je vais faire en fait en réalité? À part le sport, j'aime ça. Et bon, oui, j'ai mes études de commercial. Mais en réalité, j'ai pas tant d'expérience que ça. Et je sais rien faire d'autre avec mes mains en fait. Donc je me suis dit, bon, je peux plus faire commercial itinérant parce qu'il me faut 1 an pour que mon corps se remette de l'opération et assimile la prothèse. Donc pour autant, j'ai ma bouche, j'ai ma langue, donc je sais vendre. Je vais vendre des habits. Il y avait une marque que j'aimais beaucoup. Et donc, je suis allé dans un centre commercial où il y avait cette marque. Et en fait, j'ai déposé qu'un CV. J'y suis allé, j'ai déposé ce CV. Et j'ai été pris. J'ai été pris. Et du coup, je me suis dit, bah allez, j'y vais, je me mets à fond dedans en fait. Et, c'est à ce moment-là où je découvre vraiment l'appétence de ce qu'est la vente en fait. Et je prends un kiff, mais incroyable. Et au bout de. Donc j'avais un contrat, c'était un petit contrat, je crois que c'était. J'étais même pas à 35 heures, c'était un petit contrat que j'avais. En gros, c'était pour démarrer, c'était comme sur une période d'essai, dire voilà, on te donne quelques heures, tu fais ton essai et on en reparle après. Donc je fais mon essai, ça se passe bien, on me fait un vrai contrat et en fait, au bout de 6 mois, j'avais la possibilité sur l'ordinateur de regarder les chiffres à l'échelle nationale. Et au bout de 6 mois, en fait, je me rends compte que je suis numéro 1 régional. Et devant moi, j'ai des gens quand même qui sont là depuis un certain moment. Et j'ai des gens même qui ont des contrats bien plus intéressants que moi. Et en tout cas avec plus d'heures. Et donc une possibilité de vendre plus forcément, puisqu'ils sont présents un petit peu plus que moi. Et donc je me rends compte qu'au bout de 6 mois, numéro 1 régional. Et donc naturellement, je demande à ma responsable de l'époque une augmentation. Je lui demande si elle a vu les chiffres. Elle me dit que non. Donc je lui montre. Elle me dit ah oui, c'est pas mal. Je lui dis oui, c'est plus que pas mal en fait. Je suis numéro 1 quand même. Et donc, du coup, je lui dis en fait, on va parler salaire parce que je vous mets bien, il me semble légitime que ce soit réciproque en fait. Et donc, on me dit non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En gros, tu as un contrat, tu as un CDI et en fait, c'est bon, c'est déjà bien. Bon, ok. Ça me fait suer, mais je me dis ok. En fait, à l'époque, ils faisaient des challenges et lorsqu'on gagnait ces challenges, la marque nous donnait, on va dire, une cagnotte, elle nous offrait des habits. Et donc, je me disais bon, allez, j'ai peut-être pas plus sur mon salaire, mais comme je gagne tous les challenges, je suis un peu habillé à l'œil en fait, donc c'est cool. C'est une marque quand même où les vêtements coûtaient quand même assez cher. En tout cas pour moi, ça coûtait assez cher. Et donc on s'arrête là. Et en fait, quelques mois après, un samedi soir, j'ai mon adjoint qui m'appelle et qui me dit oui, Joe, on sait que c'est toi, ramène les affaires, celles qui ont disparu. Et donc en fait, je lui dis, écoute, je sais pas si c'est une blague de mauvais goût, mais en fait, tu fais fausse route, j'ai jamais rien volé de ma vie. Les habits que j'ai de la marque, c'est la marque en question qui me les donne par rapport au challenge que je gagne en fait, hein, donc ça s'arrête là. Et en fait, ils avaient fait un raccourci très simple. Il y a des articles qui manquaient qui étaient de ma taille à l'époque. Parce que depuis j'ai un peu grossi quand même. Et du coup, en fait, vu que c'était ma taille et que j'étais le seul à faire cette taille dans l'équipe, c'était moi le voleur. Et donc, forcément, c'est pas passé. Je suis un peu monté au créneau. Et puis, comme je vous dis, de toute façon, on est un samedi soir, il est 21h ou 22h. Donc, on va gentiment raccrocher, puis on en reparlera lundi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Lundi, je suis retourné, et puis effectivement, on me tenait tête, c'était moi le voleur, vu que c'était ma taille. Et donc, on me fait comprendre que la grande direction va venir de Paris pour me faire un entretien, et sûrement pour me licencier, puisque je suis un voleur. Et en fait, je ne savais pas trop quoi faire à cette époque-là. Je vois qu'il y a des caméras, mais on m'explique que bizarrement, les caméras ne fonctionnent pas. Bon, ok. Et
Donc la direction devait venir le samedi et c'est le vendredi en fait où je suis en magasin, je suis seul avec ma responsable et j'ai des clients qui rentrent dans le magasin et qui viennent pour faire un échange. Et, euh, et du coup, alors, un échange, c'est lorsqu'on a des articles euh, qui ne correspondent pas, que ce soit à la taille ou autre, et de dire, ben voilà, en fait, je le ramène, et soit je l'échange, soit un remboursement. Je crois qu'on faisait même pas de remboursement, c'était vraiment des échanges à l'époque. Et donc, les clients rentrent pour faire un échange, je bip les articles, et c'est les fameux articles que j'avais soi-disant volés. Et donc là, je pose tout, et puis j'appelle mon adjointe, non, ma responsable qui était avec moi, et je lui dis vite, venez. Je dis au client, vous venez d'arriver. Ils me disent oui, 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 on vient tout juste d'arriver, on comprend pas ce qui se passe. Je dis ok, voilà. Donc je lui dis à ma responsable, écoutez, bipez les articles. Et lorsqu'elle les bip, elle me regarde, elle dit, mais alors vous avez une chance. Je dis non, 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 en fait, j'ai aucune chance. C'est la réalité qui vient se remettre dans le bon sens. Je vous dis que je suis pas un voleur, je ne suis pas un voleur. Et donc en fait, il y avait donc des étiquettes qui faisaient penser que les articles étaient sortis du stock. Et en fait, non, il y avait eu un mauvais étiquetage. Donc du coup, ma responsable appelle la grande direction pour dire, écoutez, il y a eu un malentendu. Euh, Elle explique la situation, elle dit en fait, c'est un mauvais étiquetage, machin. Et là, la direction lui dit, mais écoutez, ok, mais on vient quand même. Et là, elle me dit, waouh, c'est quand même sérieux l'histoire. Donc, je me fais recevoir par la direction le samedi. Donc je raconte l'histoire et je leur dis écoutez, voilà, je ponctue en disant la réalité, la vérité vient de se remettre à jour, je ne suis pas un voleur. Et là, en fait, ils m'ont dit cette phrase qui est juste incroyable. Ils m'ont dit, monsieur Delaney, en fait, à partir du moment où on nous dit que vous êtes un voleur, vous êtes un voleur. Waouh! Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, les mecs sont loin! Et là, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je me casse. Et donc, en fait, je vous cache pas qu'à ce moment-là, je suis vraiment, je suis dépité, je suis dégoûté. Euh, J'en parle à ma femme me dit, écoute, tu sais quoi, vu ton profil et ton caractère, peut-être qu'il vaut mieux que tu rentres dans l'immobilier en fait. Et donc moi je dis non, l'immobilier pas du tout. J'avais des très très gros a priori à l'époque. Je dis non, non, l'immo certainement pas. Déjà que là on me dit que je suis un voleur, alors si en plus je rentre dans l'immobilier, on va me dire après que je suis un escroc. Non, c'est bon. Et, j'en parle à ma responsable de Paris à l'époque, donc pour qui j'étais commercial, et qui me dit, mais écoute, ta femme, elle a raison. En fait, tu es un très bon commercial, et tu peux être à ton compte dans ce métier, donc en fait, n'avoir personne au-dessus de toi et faire ce que tu veux et bien gagner ta vie. Et en fait, bon, je me dis, allez, pourquoi pas. Et du coup, je rentre dans l'immobilier à ce moment-là et je fais mes armes sur le terrain parce que même si j'ai une formation de commercial de base, j'ai un BEP vente, un bac pro vente et mon BTS, je ne l'ai pas eu parce que c'était en alternance et que la société a fait faillite au bout d'un an et que j'ai pas retrouvé d'autres sociétés. Donc du coup, j'ai pas poursuivi mon BTS. Et donc, voilà, je me suis lancé dans l'IMO. Et il y a eu une formation en interne, une très très bonne formation en interne, pardon. Mais pour autant, tout ce que j'ai appris de l'immobilier, je l'ai appris sur le terrain en fait. Et puis après, j'ai cette appétence commerciale. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, à chaque fois, en fait, euh, il n'y a jamais rien eu de simple. Et rien n'a jamais été acquis ou défini de base, en fait. Et pour revenir sur le sujet de la vidéo et sur ce qu'expliquait Malik Ben Rejdal, notre fondateur, effectivement, rien ne nous prédestine à ce qu'on va faire. Euh, Ça fait 10 ans, ça fait 9 ans, pardon, que je suis dans l'immobilier aujourd'hui. Ouais, 9 ou 10 ans, je sais plus, bref. Euh, je fais un métier dans lequel je suis épanoui, que j'adore. J'adore les gens, j'adore l'humain, j'adore vendre, j'adore faire ce métier, négocier. Enfin, vraiment, c'est un truc que, en réalité, j'ai toujours fait et que je ferai toujours. Et donc voilà, en fait, oui, il y a eu beaucoup d'aléas, il y a eu beaucoup de barrières, beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a encore eu tellement de choses. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, mais est-ce que est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans ce que vous entreprenez, que ce soit de venir dans l'immobilier, que ce soit d'aller sur le projet qui vous parle, qu'importe le domaine. euh, Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est le moment. C'est le moment parce que c'est jamais le bon moment en fait. Si on attend le bon moment, on va attendre toute notre vie en fait. Tu vas attendre, tu feras rien. Tu vois, c'est comme avoir des enfants. J'en ai deux. Pour autant, le jour où on a eu notre fille, est-ce que réellement c'était le bon moment?
En fait, sur le papier, je pense que non. Il y avait déjà des cases, il y avait une stabilité, on avait deux chambres, on avait un toit au-dessus de la tête, on avait un frigo qui était rempli. Mais financièrement, on n'avait pas une situation qui était si stable que ça en réalité. Et d'ailleurs, c'est même le premier sujet de se dire, ok, je fais un gosse, mais avec quoi je donne à manger, avec quoi j'éduque, avec quoi, tu vois. En réalité, et au final, ça l'a fait. J'en ai deux aujourd'hui. C'était pas le bon moment, même pour le deuxième, tu vois. Et on l'a fait. Et ils sont en pleine forme, ils vivent, ils sont au top du top, tu vois. Tout va très bien, ils sont en bonne santé, et ils kiffent leur vie. Mais si tu te demandes à chaque fois, est-ce que c'est le bon moment pour faire, ne pas faire, est-ce que je suis légitime de faire ou ne pas faire, mec, tu feras jamais rien. Tu feras jamais rien. Là, aujourd'hui, j'ai parrainé un filleul là, que j'ai fait rentrer dans mon équipe. Je pense que ça va être une bombe. C'est un jeune qui en veut énormément. Il a été VTC. Là, aujourd'hui, il est chauffeur de bus. Il fait un virage à 90. Il vient d'avoir deux jumelles. Est-ce que c'est le bon moment, sérieusement? Si tu regardes et si tu écoutes les gens, fais rien de ta vie. Parce qu'en fait, voilà, les gens qui ont peur et qui n'ont pas un pourquoi assez fort, effectivement, ils bougeront pas. Ces gens-là, ils feront pas parce que la peur est plus grande, elle est plus forte que l'action, en fait. Donc mets-toi à l'action. Mets-toi à l'action. Oui, ça fait peur. Oui, mais bien sûr, on a tous peur et on a tous eu peur. Et je vais même te dire un truc, tous les leaders, les grands de ce monde, quand ils entreprennent, je te mets ma main à couper, ils ont encore peur en fait. Et pourtant, ils ont déjà du succès, ils ont déjà de la réussite. Et voilà. Donc, ouais, faut y aller. On n'a pas tous les mêmes chances sur le plan de la santé, c'est une vérité. Mais pour autant, on vit tous, à 90%, j'en suis persuadé, les mêmes épreuves. Dans le haut comme dans le bas. Et ce qui fait la différence, c'est ce que tu vas faire de ces épreuves, ce que tu vas faire après de tout ça en fait. Tu as deux options. Soit effectivement, tu te morfonds et tu te dis putain, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là, j'habite ici, je suis conditionné à faire ci, à devenir ça. Soit tu te dis, ben non, en fait, je vais pas me laisser définir et par ce qui s'est passé et ou par là où je suis, ou qu'importe les excuses, vas-y, moi ça me définira pas, j'y vais et qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe ce que les gens disent. Tu vois, si je reviens un petit peu à moi, je suis né, pour ceux qui connaissent, dans le 93. J'ai grandi à Clichy-sous-Bois, au bois du Temple. Je rentrais, les fenêtres étaient cassées tous les jours, c'était dur. Ma mère, elle était seule à élever un garçon. Après, elle a rencontré son mari, mon beau-père, qui est policier, qui arrêtait toutes les têtes de réseau qui étaient dans notre tour. Donc on devenait des cibles. On a déménagé. Ensuite, lorsqu'on a déménagé, on a su que j'étais fils de policier. Donc du coup, et en plus je suis bronzé. Donc déjà petit, il y avait des clichés. Je me faisais défoncer. J'ai eu mes problèmes de santé, donc j'étais moqué. Après, j'ai eu d'autres problèmes de santé. Je prenais de la cortisone, je sais plus comment on dit. Donc j'ai grossi. Donc après, j'étais le petit fils de policier métis gros, tu vois. Donc on a tous des bagages. Mais vas-y, sers-toi de ces bagages en fait. Fais-en une force. Va chercher ta revanche, va chercher ton truc, tu vois. Les gens, quoi qu'il arrive, tu pourras jamais les empêcher de parler, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Et en vrai, les deux sont pas ouf. Si on parle en mal, ben forcément, ça touche. Mais tu te dis, vas-y, rien à branler. J'y vais et je vais prouver que je peux mieux faire. Mais quand on te parle en bien, ça peut être aussi un problème parce que tu peux croire réellement que, tu vois, si tout le monde te dit, ouais, t'es trop fort, t'es trop fort, ah, mais t'es trop fort, ah, mais t'es trop fort. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, je suis trop fort. Mais c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Alors oui, t'es peut-être un peu plus fort que certains, mais t'es peut-être moins fort que beaucoup d'autres, tu vois. Donc, il va falloir redescendre un peu. Donc, n'écoute pas ce que les gens disent autour, juste fais. Tu es la seule personne à savoir euh, ce qui est le mieux pour toi, en fait. Et pour finir sur cette anecdote qui est assez incroyable, tu vois, j'ai repensé pendant le séminaire, c'est qu'à un moment donné, tu vois, justement, ils nous ont dit, on est persuadé que dans votre entourage, il y a forcément des gens qui vous ont dit, fais pas ci, fais pas ça. Et tu vois, donc mon beau-père, pour qui j'ai énormément d'amour et de respect, et qui m'a apporté beaucoup de belles valeurs et beaucoup de choses, lorsque je me suis lancé dans l'immobilier, mon beau-père est très cartésien. Et il me dit, ouais, bon, ok, tu fais ça, mais si dans 3 mois, t'as pas de résultat, tu dégages. Tu vas reprendre un CDI, tu vas faire autre chose. Ouais, alors déjà le CDI, c'est pas ma tasse de thé. Mais je lui dis,
Et je crois que c'est la seule fois où je crois que c'est cette fois-là où j'ai réussi à m'émanciper de l'autorité de mon beau-père. Où je lui dis non, en fait, pas du tout. Déjà, si je fais une vente, je suis payé 3 mois après. Donc en fait, tes calculs sont pas bons. Mais en plus de ça, ce qui se passe, c'est que je me lance dans un métier que je vais apprendre. J'ai appris sur le tas. Ma première vente dans l'immobilier, je la fais au bout de 8 mois. Donc si tu calcules bien, mon premier gain dans l'immobilier, je l'ai 1 an après être rentré. Ce qui est super long au passage, hein. Mais voilà, moi c'est comme ça, je suis long, je suis un peu long à la détente au début, mais une fois que je suis parti, je suis une pleine balle, c'est fini. Donc voilà, si j'avais écouté mon père, j'aurais quitté l'immobilier, tu vois. Et résultat des courses, ça va faire 9 ou 10 ans, je sais plus exactement, que je suis dedans. Et bien sûr, pendant toutes ces années, il y a eu des hauts, des bas, et j'ai eu des moments, comme on dit, de vache maigre. Mais je suis toujours là. Donc voilà, c'était une petite vidéo, j'espère que tu en retiendras certaines choses. Je suis pas mieux que les autres, toi non plus. Mais les événements, on vit tous des cas similaires et c'est ce qu'on en fait en fait qui fait toute la différence. C'est vraiment ça le truc. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à laisser tes commentaires, n'hésite pas à me dire quelles sont les épreuves qui t'ont permis justement d'avancer, les épreuves que tu n'as pas acceptées. Est-ce que toi aussi d'ailleurs tu étais dans des éléments où tu aurais pu être conditionné et en fait tu as dit non, fuck, moi, ça ne me conditionnera pas. Je suis une tête de l'art et je vais là où je veux aller. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt. Peace.